Salut à tous et bienvenue à vous si vous découvrez cet univers où chaque rencontre est unique. Je suis Joy Kirtz et je suis accompagnée de mon incroyable associé. Non, Corentin, pose cette bouteille s'il te plaît. Elle vaut 300 balles. Tu vas la péter. Je te jure, c'était pas prévu dans le budget. Ouais, mais elle était belle quand même, franchement. Oui. Désolé, moi c'est Corentin Marcinat. On est les fondateurs du Joyco Event, le projet de notre cœur, qui vise à mettre en lumière les entrepreneurs et leur histoire. Et aujourd'hui, on a quelque chose de très spécial pour vous. Ouais, c'est vrai. Vous savez, notre rêve, quand on a créé Joyco Event, c'était de pouvoir vous emmener dans des lieux juste extraordinaires, des lieux qui racontent une histoire. Et se trouver ici n'aurait jamais été possible sans l'accueil chaleureux du fondateur de la Villa Occitana, Arnaud Chappert, qu'on aura le plaisir de vous présenter dans ce premier épisode. Cette personne est pour nous, personnellement, une personne visionnaire, la personne à suivre, Et c'est surtout un ami incroyable. et c'est surtout une source d'inspiration. Et Joy et moi, on est impatients de faire découvrir son parcours. Eh ben, salut Arnaud. Salut. On est vraiment très heureux que tu puisses nous accueillir ici, chez toi, dans ce beau contexte. Moi, avant qu'on parle de la Villa Occitana, j'avais envie qu'on reparte un petit peu ensemble là où tout a commencé. Et comme je disais, toi et moi, je crois que c'est quand on s'est connus, la première fois que je suis venue, c'était quand tu habitais dans ta petite cabane de quelques mètres carrés qui est sur ce terrain. Et si je me souviens, je crois que c'était par ici, tu avais juste quelques chèvres. Ouais, C'est ça. soixantaine de chèvres. Quand on découvre cet endroit, on voit du coup le début avec ses chèvres et là ce qui en est aujourd'hui. Et c'était quoi ta vision au départ quand tu es arrivé sur ce terrain et t'as créé ça? Je me suis expatrié une dizaine d'années en Asie. Et ce projet, c'était un petit peu le mélange de mes expériences, de mes voyages, de mes passions. C'est arrivé à créer de l'hôtellerie de plein air, mais de la vraie hôtellerie de plein air, c'est-à-dire avec des prestations hôtelières, tel un resort que l'on peut trouver en Océanie, en Amérique latine, etc. Effectivement, comme tu le disais au début, on a sur ce terrain, c'était de la garrigue. Il y avait absolument rien. Il était pas labellisé, il était avec une garrigue à 1,50 m de haut. Et effectivement, on avait un petit logement de bois dans lequel on est resté presque 1 an et demi. Ouais. Une soixantaine de chèvres qui ont débroussaillé le terrain. On est devenu agriculteurs avec nos chèvres et en même temps aller faire toc-toc à toutes les banques pour essayer de trouver une banque qui accepterait de nous financer. Là, pour toutes les personnes qui découvrent aujourd'hui la Villa Occitana, est-ce que tu peux nous parler un petit peu dans les grandes lignes de cet endroit? C'est un établissement, donc un hôtel de plein air, donc vraiment de la prestation hôtelière, avec plusieurs petits logements, donc pas dans un seul bâtiment, un petit peu écologique et vert surtout. Un resort, c'est pas, enfin voilà, il faut qu'il y ait de la verdure, il faut qu'il y ait de l'espace extérieur, voilà. On n'en a pas trouvé beaucoup en France, en tout cas pas qu'il y avait une prestation hôtelière, pas avec des locations à la nuitée uniquement. Alors, aujourd'hui, tu parles de plusieurs logements, ça représente combien? On a 41 chambres, le spa avec plusieurs cabines de massage, ongles, épilation, etc. On a donc toute la partie restauration, très axée tapas, convivial, des jolies places partagées, de la viande maturée, et la partie hôtelière avec plusieurs types de logements, de la petite chambre avec son jacuzzi jusqu'à la villa privée qui peut avoir sa petite piscine privée. Ça représente une cinquantaine de personnel à l'année. On monte à 80 à peu près sur la saison actuelle. Notre avantage comparé à certains établissements, c'est qu'on arrive à tourner toute l'année. On a rarement des mois à moins de 50% de taux d'occupation. Donc ça nous permet justement de garder ces cinquantaines de salariés à l'année. Ah, mais moi, c'est ça que je trouve génial, en fait, dans ce concept. Ça contribue à créer une cinquantaine d'emplois. On travaille avec des salariés, à quelques exceptions près, mais des salariés de la région. On a une très très belle équipe. On a 9 managers qui répartissent les différents pôles, la maintenance, construction, spa, restauration, etc. On travaille tous main dans la main. On fait évoluer le projet tous ensemble. Quelle expérience exactement tu as voulu offrir ou que tu veux offrir aux personnes aux clients qui viennent chez toi? On a un séjour moyen très court. On attire vraiment une clientèle du tourisme local, départemental, régional, certes,
des gens qui viennent de toute la France, voire quelques étrangers. Mais c'est vrai que 80% de notre clientèle reste à 30 kilomètres. Donc ce ne sont pas des gens qui viennent pour passer une semaine ou 2 semaines, ce sont des gens qui viennent passer une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Donc voilà, faire un petit moment d'évasion dans leur quotidien. On est souvent comparé au petit Bali de l'Avonage ou l'impression de voyager en Asie sans forcément prendre un billet d'avion. Notre clientèle ne sort pas. Elle vient à la Villa Occitana, elle vit l'expérience Villa Occitana, elle reste à l'intérieur. On a très peu de gens qui justement sortent vont à la plage, etc. Ils viennent vivre un moment. Donc seuls les clients qui viennent passer une semaine ou 2 semaines, surtout en été, vont profiter des extérieurs. Donc on les conseille sur le marché local, les petites boutiques, etc. Le client type, on va dire, qui vient passer 1 à 2 nuits, vient pour profiter de la piscine, du spa, du restaurant, de nos petites soirées animées, des after-work, etc. Du coup, quel est l'endroit que tu préfères le plus dans ce complexe? Ouais, l'endroit que tu es fier, en fait. Architecturalement parlant, je dirais le restaurant. Le restaurant, cette salle est magnifique. On a tous travaillé, toute l'équipe a bien travaillé dans sa conception. Le spa est très sympa. Le spa, on a vraiment l'impression d'être ailleurs avec ce sauna en forme de tonneau, ces plantes, ce petit jacuzzi extérieur. Donc voilà. Et puis toutes les villas, on s'est régalé à les construire parce qu'elles sont toutes différentes. On a choisi des peintures, des effets béton. On est vraiment sur des matériaux bruts. Donc on s'est régalé à les construire et toutes les personnes qui ont participé à la construction ont amené leurs idées. Il y a des villas, il y a des décorations qui sortent pas du tout de moi, qui viennent pas du tout de moi, qui ont été faites par des staffs. Chacun a apporté sa petite touche. Et voilà, le projet a évolué en même temps avec les équipes qu'on avait. C'est génial. Donc ouais, non, très sympa. C'est vrai que c'est beaucoup de petites mains qui ont créé cela. Est-ce que au départ tout est venu de toi, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont contribué à créer cet environnement? Est-ce qu'il y a eu du soutien en soi par rapport à ce projet-là? Du soutien de ma famille, de mes amis, bien entendu. Le soutien financier, oui, plus tard. L'idée d'origine était seule. J'ai eu un architecte juste pour des plans pour déposer le permis. Des plans 2D, pas de vue 3D, donc voilà, aucune idée dans ce sens-là. Donc l'idée d'origine, je l'ai apportée et ensuite ça a évolué au fur et à mesure avec des rencontres, des salariés, chaque personne qui a amené un petit peu sa pierre à l'édifice. Donc il y a eu quand même plus de 3 années de construction. Donc ça évolue un peu au fur et à mesure. Sachant que ça continue encore aujourd'hui. Je sais que tu as demandé au tout début du projet des subventions. Ouais. Parce que tu voulais que cet endroit soit totalement à énergie renouvelable. C'est ça. L'objectif, donc on s'est donné 5 ans à partir de l'ouverture et nous sommes en cours de devenir le premier parc hôtelier à énergie positive en Europe. On a été suivi de très près par la région et assez rapidement. Donc la région a suivi le projet, a subventionné la partie touristique, a subventionné, a fait des emprunts à taux zéro. Nous a également subventionné via le FEDER et la région sur toute la partie énergie positive, donc par une aide à une création d'une chaufferie biomasse. D'accord. Qui permet de chauffer toutes les eaux du parc hôtelier. La totalité. Donc la totalité des eaux du parc hôtelier via de la plaquette forestière, du bois déchiqueté, des scieries gardoises. Le photovoltaïque est en cours en négociation avec la mairie. Donc les plus gros besoins énergétiques ont été couverts via la biomasse en termes d'électricité. Maintenant on cherche à compléter pour vraiment atteindre cet objectif d'énergie positive. Sans ces aides-là, ce projet aurait peut-être pas vu le jour. Ou il aurait vu le jour. Il aurait vu le jour parce que la région s'est joint au projet 2 ans et demi après. Les travaux avaient déjà commencé. D'accord. Ça aurait été beaucoup plus dur. Il a fallu plus de 2 ans pour avoir des banques qui suivent le projet. C'était pas évident. J'avais 30 ans. Je n'avais jamais travaillé en France. Je n'avais pas donc d'expérience professionnelle en France. Je suis parti m'expatrier très jeune. J'arrive avec un projet qui n'existe pas vraiment, donc avec des études de marché qui ont été refaites, ce qui a beaucoup aidé par la CCI du Gard, qui nous ont énormément accompagnés également. D'accord. Qui ont permis un petit peu de donner plus de valeur à nos études de marché. Mais c'est vrai qu'on est arrivé sur un projet qui n'existait pas réellement, de l'hôtellerie, qui n'en est pas vraiment, de forme de resort asiatique, etc.
Donc ça a été très très dur d'être pris au sérieux au début. De par mon âge, de par le manque d'expérience professionnelle en France, de par un projet qui n'existe pas, donc avec peu de connaissances des établissements bancaires sur la rentabilité que peut avoir un projet pareil. Donc il a fallu du temps. On avait un petit appart à Nîmes, d'où le petit bungalow dans lequel on vivait la première année et demie, qu'on a dû vendre dès le début pour commencer le projet. Donc on a commencé le projet sans avoir encore les accords bancaires. Heureusement, c'est ce qui a pu montrer aux établissements bancaires également qu'on était sérieux dans notre démarche et qu'on avait mis tout ce qu'on avait dans ce projet. Et les premiers chalets sont sortis de terre, les premiers loges sont sortis de terre avant que le financement arrive. Et c'est vrai que ça a permis de donner la crédibilité au projet. Ça représente combien? On n'a pas réussi à obtenir le financement qu'on souhaitait. D'où l'une des raisons pour lesquelles nous avons nous-mêmes créé une société de construction en s'entourant bien et en construisant nous-mêmes le projet, ce qui nous a permis quand même de gagner en coût. On s'est fait un petit peu avoir avec le Covid, le bois qui a doublé voire triplé. On n'a pas pu finir les travaux du coup. On a ouvert d'où la construction donc la dernière partie, la salle de séminaire qui a ouvert qu'il y a quelques mois, le logement de fonction qu'on n'a pas encore pu construire, etc. D'accord. Donc tout ça c'est dû au Covid où on s'est retrouvé à payer nos matériaux bien plus cher. Et on a eu deux options, c'est soit on arrêtait, on négociait avec la banque et on retardait l'ouverture de quelques années, on attendait que les prix rebaissent, soit on fonçait et plutôt mon tempérament français, donc on s'est pas arrêté. On a payé nos matériaux bien plus cher et on a continué. On avait une équipe de salariés, j'avais pas envie d'arrêter, j'avais pas envie de licencier tout le monde, de faire patienter la banque, etc. Donc on a continué. Et ça fait 2 ans qu'on s'autofinance sur la construction qui manque. Quand tu montes un business ou un projet, tu as toujours des hauts et des bas. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment dans ce projet où tu as vraiment douté de toi? Non, je savais qu'il sortirait. Je connais mon tempérament, je savais qu'il sortirait. S'il fallait 20 ans pour qu'il sorte, ça aurait pris 20 ans. Mais je savais qu'il sortirait, donc non, j'ai pas douté. C'est pas évident. Ça ne l'a pas été depuis le début. Quand j'ai vu que les établissements bancaires ne suivaient pas, quand j'ai vu que j'étais pas fait au sérieux au niveau de la mairie, de la communauté de communes, oui, c'était forcément compliqué. Il a fallu longtemps avant que j'ai du soutien, que ce soit la CCI, que ce soit la région, même si une fois qu'ils sont arrivés dans le projet, ils m'ont bien accompagné, mais c'est vrai que la première année et demie, c'était difficile de forcer des portes, c'était difficile, j'envoyais des mails à la région, j'avais aucun retour, je me suis retrouvé à des conférences à devoir bloquer à la sortie de conférence les personnes qui ne répondaient pas à mes mails, j'ai dû faire des courriers à Carole Delga pour lui demander d'intervenir, bon bref. T'es allé au forcing. J'étais allé au forcing, j'avais pas le choix. Donc quand je dis que la région m'a bien suivi, c'est qu'à partir du moment où j'ai demandé à notre présidente de région d'intervenir, elle l'a fait. Et d'un seul coup, on commence à me rappeler, à répondre à mes mails. Voilà, mais c'était pas évident. Les 2 premières années, j'ai en autofinancement, du coup, en vendant notre appartement et en vivant avec le minimum de ressources, on a commencé à construire nos chalets. Et en même temps, on construisait. En même temps, j'allais voir les banques, j'allais voir la région, j'allais voir la CCI, j'allais voir tous les organismes possibles, imaginables. Voilà, on m'a fait intégrer un organisme horrible qui m'ont mené en bateau pendant 1 an et demi sans jamais me donner de réponse officielle, par exemple. Magnifique. Ouais, ça a été un bel échec. Je dirais pas que c'est un échec, mais plus. Eux, ils m'ont fait perdre beaucoup de temps. Voilà, c'était une perte de temps. Enfin, on m'a fait faire j'en passe, mais j'ai dû je suis parti dans des réunions, des trucs, des dossiers, on m'a fait remplir. Donc je suis passé la première commission qui a dit oui, on croit au projet. Et en gros, je me suis fait retoquer à la 3e commission parce qu'ils ne croyaient pas au projet. Parce que le directeur de Paris qui a débarqué ici dernière minute n'a pas fait le projet alors qu'on rentrait dans absolument toutes les cases. Et l'une des raisons, c'est que le Crédit Agricole qui est partenaire de ce fonds à 40% ne souhaitait pas nous suivre sur le projet. On a passé 1 an et demi à répondre à des demandes de dossiers complémentaires, mais improbable, des trucs sur les salaires, les staffs. J'ai un dossier dans mon ordinateur, j'ai des milliers de pages de dossiers que je leur ai rendus, qu'ils m'ont fait continuer à compléter tous les 10 jours, 15 jours, ils me demandaient des nouveaux documents, pour à la fin ne même pas oser me l'écrire, parce qu'ils ne pouvaient pas me dire qu'en fait c'est tout simplement qu'ils ne croyaient pas au projet,
parce que ça, il y avait une commission en début pour le faire. Et du coup, j'ai juste reçu un petit coup de fil du pauvre commercial pour m'annoncer que son directeur avait bien merdé et qu'il en était fortement désolé. C'est impressionnant, ta ténacité. Comment tu as fait pour surmonter ça pendant ces périodes-là où ben, tu as donné toute ton énergie? Il y a un peu de la déception aussi derrière, du fait d'avoir tout donné. J'avance toujours. J'avance. C'est mon caractère. Ouais, j'avais à prendre du recul sur beaucoup de choses. C'est ce qui fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Il y a peu de choses au final qui m'affectent réellement. D'accord. Je tiens à mes projets et je sais que je les mènerai à bout. Après, on rencontre pas que des belles personnes sur la route et on rencontre de la corruption, on rencontre des gens qui ont besoin de se donner une importance en se créant des positions ou en souhaitant faire de la politique pour compenser quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à avoir dans leur vie. Voilà, donc on rencontre des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. Je pense qu'il faut juste avancer, il faut passer outre et se rappeler qu'il y a d'autres personnes à côté qui nous aident et qui nous soutiennent et qui croient en nous. Et voilà. Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui te rappelle en fait pourquoi tu fais tout ça? Non, j'ai commencé à entreprendre, j'avais 25 ans, j'ai ouvert un petit restaurant à Kuala Lumpur en Malaisie. J'ai toujours aimé créer. C'est ce qui m'anime. C'est pas l'argent, c'est pas le succès ou je suis jamais devant les caméras. Ouais. C'est pas tout ça, c'est pas la reconnaissance, c'est même pas arrivé, je suis le patron. Voilà. Donc je le fais parce que j'aime créer. J'aime sortir quelque chose de toute pièce, voilà, l'imaginer, le créer, et voilà, c'est ce qui m'anime. Et aujourd'hui, on t'offre l'opportunité de voyager dans le temps ou de transmettre un message à toi au début du projet. Qu'est-ce que tu pourrais te donner en conseil? Qu'aurait été ce message-là? Lâche rien, tu vas y arriver, mais j'en ai jamais réellement douté, donc non. Achète vite du bois avant que le prix n'augmente. Peut-être que ça m'aurait aidé. Dans ta carrière professionnelle, on parle aussi de risque, pour monter un business. Quel a été pour toi le plus gros risque que tu aies pris? Quand on emprunte des sommes pareilles, forcément il y a un risque. Forcément, les petites lignes sur les contrats qu'on signe sont pas très rassurantes, mais bon, on n'emprunte pas des sommes pareilles sans avoir des établissements bancaires en face pointilleux non plus, mais c'est normal. J'avais pas grand-chose, hein. J'ai réussi ça a été aussi la difficulté. Je suis arrivé, j'avais quand même très peu d'apports. Donc financièrement, au final, j'avais pas grand-chose à perdre et c'est ce qui a un peu refroidi les banques, hein. Ouais. Donc j'avais très peu d'apports. D'accord. J'avais un apport qui représentait peut-être 5% de mon projet. La région a permis de débloquer ça, justement. Entre les subventions et les emprunts à taux zéro, on finançait pas loin de 800 000 €. Donc 800 000 € d'apport commençaient pour les établissements bancaires à être un peu sérieux. D'accord. Voilà, non, pas de réel risque. Pas de réel risque dans le sens où si le risque que ça ne marche pas, oui, c'est jamais plaisant d'avoir un échec. Une fois que j'ai eu les emprunts, j'avais plus aucun doute. Et avant, j'avais pas doute non plus. Je savais que j'avais commencé les travaux et s'il fallait que je les loue et que j'en construise un par an, j'aurais construit une chambre de plus tous les ans. D'accord. J'aurais avancé au rythme auquel j'arrivais à avancer jusqu'à trouver un financement pour finir le projet. Ouais, quoi qu'il arrive, tu l'aurais fait. Ça t'est arrivé des fois de douter de toi? Je doute toujours de moi. Je suis jamais à 100% sûr de ce que je fais, de ce que je dis. Je suis assez directif comme chef d'entreprise, mais je me remets tout le temps en question. C'est pour ça que j'aime travailler avec les gens. J'aime faire participer dans mes décisions mes équipes. Les grosses décisions, on les vote avec les managers. L'interdiction aux enfants, ça a été voté avec les managers par rapport à tous les problèmes qu'on a pu avoir sur la première saison où les enfants étaient acceptés. Donc voilà, toutes ces décisions qui ont quand même un gros impact et qui mettent le projet à risque, hein. C'était un choix osé de passer après 2 mois d'ouverture, de décider on allait interdire les enfants dans l'établissement. Ça a eu un impact, ça a fait parler, on est un peu clashé sur les réseaux sociaux, on a eu quelques dépôts de plaintes, bon, il n'y a rien d'illégal, vu le concept, il n'y a absolument rien d'illégal, donc il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu parler.
Ce qui est pas gênant. Ça fait de la pub au final, donc merci à tous ceux qui nous ont clashé là-dessus sur les réseaux sociaux. Bah oui, L'important c'est qu'on parle de notre projet. Exactement. Donc, non, puis petit à petit il se complète, on attaque notre 3e saison d'été, on a quelques petites nouveautés qui arrivent là, donc bon, la salle de séminaire qui vient d'ouvrir. On ouvre une école de wakeboard et de wake surf à la Grande Motte. Génial. Donc voilà, un sport qui passionne plusieurs des personnes qui travaillent ici, moi. Et en outre, on ouvre une petite boutique de meubles, de déco, certaines qui viennent d'Asie et certaines que l'on fabrique nous-mêmes. Qu'on va retrouver un petit peu. Ouais, l'esprit, ce type de lampe, ce type de déco, des petits baldaquins de jardin avec des filets, voilà, donc pas mal de constructions, enfin d'objets qu'on fabrique nous-mêmes, et certaines via le réseau que l'on a en Asie. Il n'y a rien qui vient de grosses usines, même ce qui vient d'Asie, ça vient de petits artisans qu'on connaît, tout ce qu'on vend, on connaît les familles qui le produisent. Donc une histoire derrière. Ouais. C'est plus que de vendre une décoration. Boutique concept, il y aura un petit peu de massage, on pourra venir boire un café, un thé. Donc voilà. Super. Ouais. Génial, on ira. On a commencé les travaux il y a 3 jours. D'accord. C'est prévu pour quand? Août. C'est surprise. Ouais, juillet-août. D'accord. Si on a de la chance que les conteneurs arrivent à temps, que les travaux vont dans le bon sens juillet, je parierai plus sur mi-fin juillet. Quand est-ce que tu t'arrêtes? J'aime créer, et quand il n'y a plus de challenge, j'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin d'un nouveau challenge. Pour toi, c'est quoi le succès? Je rentre pas réellement dans le moule, dans ce truc de networking, voilà. Le succès, moi, c'est pas d'avoir une énorme société, c'est pas d'en avoir plein, c'est pas d'avoir 3000 salariés, c'est pas d'avoir beaucoup trop de zéros sur mon compte en banque, à ne savoir plus quoi en faire. Je pense que chaque personne qui réussit dans la vie, c'est la personne qui arrive à être heureux, que ce soit en faisant le tour du monde en camion, c'était un de mes rêves pendant longtemps, et de faire le tour du monde et de découvrir des cultures. Tu l'as réalisé? Donc non. Mais, tu vas le faire? Mais je pense qu'un jour je le ferai. Quand le petit sera un petit peu plus grand, ça me travaille. Mais bon, voilà, c'est chacun voit bonheur à sa porte. Je pense pas que les gens qui ont des trop grosses boîtes soient vraiment heureux. Il faut être vraiment sacrément bien calibré pour arriver à gérer des milliers de personnes, des milliers de... C'est pas donné à tout le monde, je pense. Non, et je pense que beaucoup de gens qui le font pour les mauvaises raisons, le font pour l'appât du gain. Et au final, c'est pas ce qui nous rend heureux. C'est pas d'avoir... J'ai rencontré une personne qui a très bien réussi à Bali la semaine dernière, qui en 3 ans a généré de bénéfices 100 millions d'euros sur une boîte qu'il a créée. Je sais pas s'il est heureux. Je sais pas. Il a 3000 salariés. Est-ce qu'il a vraiment une vie à côté? Je sais pas. Il y en a qui cherchent à être reconnus partout. Moi j'ai horreur de ça, au contraire, j'aime pas qu'on me reconnaisse, je cherche pas à gagner des milliers et des cents, tout ce que je fais je le réinvestis dans mes sociétés. Je me verse pas de salaire, très peu, j'ai pas ce besoin-là. Voilà. Du moment où ça me permet d'en vivre, bien entendu. J'ai une famille, j'ai un petit, j'ai envie qu'il aille dans des bonnes écoles comme tout le monde, j'ai envie qu'il parte en vacances dans des endroits sympas. Voilà, mais je cherche pas, voilà, c'est pas ça le succès pour moi. Le succès, c'est pas avoir des millions sur mon compte en banque, et c'est m'éclater dans ce que je fais, et là où je m'éclate, c'est en créant. Donc pour moi, tout ce que la société génère, ça repart dans de la création, quelle qu'elle soit. Donc toi, le succès, c'est d'être heureux dans ce qu'on entreprend, en fait. Ouais, je pense que entrepreneur ou pas entrepreneur, il y a des gens qui sont pas calibrés pour entreprendre, c'est se réveiller tous les matins, de se dire qu'on fait un truc sympa, pas galérer, bien entendu. Parce que je dis que je cours pas après l'argent, c'est vrai, mais l'argent est indispensable pour vivre dans notre société. Donc voilà. Il faut gagner de l'argent pour vivre, il ne faut pas vivre pour gagner de l'argent. Tout à fait. C'est ça. Tu parlais de réussite, tu parlais bien sûr d'être heureux. Aujourd'hui, tu en es là, est-ce que pour toi tu as réussi? J'ai réussi ce projet-là, mais pour moi j'avais déjà réussi avant, je me suis éclaté en Asie, j'ai eu un resto super. J'ai ouvert une petite salle de concert, j'adore le stand-up comédie, je faisais venir des stand-up comédiens de partout, des États-Unis, d'Australie. Ça m'a jamais rapporté d'argent, au contraire. Mais c'est pas grave, je m'éclatais. Tu le faisais pour le plaisir? Oui, la partie stand-up comédie, c'était vraiment pour le pour le plaisir. Mais bon, voilà,
Je pense qu'à partir du moment où on s'éclate dans ce qu'on fait, et je me suis toujours donné les moyens, j'ai pas de bon diplôme, je suis parti très jeune, mais je me suis toujours éclaté. Je me suis retrouvé en Australie à ramasser des fruits pendant une année, j'adorais ça. On dormait dans notre voiture, on faisait le tour de l'Australie. Je me suis retrouvé à bosser au Club Med, j'ai bossé en Grèce, en Turquie. Je me suis régalé dans tout ce que j'ai fait à chaque fois, dans des branches différentes, mais toujours avec ce côté un peu électron libre quand même. T'as jamais rien entrepris par obligation ou par... Voilà, t'as toujours fait ce que tu souhaitais. J'ai jamais choisi d'entreprendre quelque chose parce que c'était lucratif ou quoi que ce soit. Quand je me suis lancé dans ce projet-là, la plupart des professionnels que j'ai rencontrés m'ont dit que je faisais une mauvaise route. Parce que le coût de l'investissement des maisons que l'on construit est beaucoup trop cher. Tout le monde m'a conseillé de partir soit sur du mobil-home, soit de faire des aires de camping-car, soit de faire du camping qui nécessite des investissements beaucoup plus légers. Mais ça ne me passionnait pas. C'était pas mettre du mobil-home côte à côte, ou c'est bien si on cherche de l'argent, mais alors que là, je me suis éclaté dans la construction. On a créé de toutes pièces des bâtiments. J'ai appris plein de choses. Aujourd'hui, je suis capable de faire ma maison tout seul. Pour moi, c'est top. J'adore. Ouais. Pour moi, il y a quand même un côté passion derrière, et puis je suis fier. Je suis content quand je me balade. Là, c'est magnifique. Quand j'entends les clients parler, regarde, c'est beau. Ça fait plaisir de voir qu'on a fait quelque chose. C'est clair. De voir qu'on est très bien noté. Je veux dire. Il y en a beaucoup qui disent les notes ça compte pas, etc. Ça reflète quand même quelque chose. Ça reflète. On est un des établissements les mieux notés de la région. On essaie d'être cohérent sur les tarifs. On essaie d'avoir une qualité de service. Où on me dit souvent que je suis surstaffé, que j'ai beaucoup trop d'employés. C'est nécessaire à la qualité qu'on offre. Alors forcément, on fait moins de marge derrière. Forcément, si on avait 20% d'employés en moins, on générerait beaucoup plus de bénéfices. Oui, je l'entends tout ça, mais c'est pas ce que je cherche. Quand tu as entrepris ça, est-ce que tu as eu l'impression au niveau du comportement ou des regards de tes proches ou de tes amis, ou, enfin, des gens en général, est-ce que certains t'ont tourné le dos? Peut-être parce qu'ils ne comprenaient pas forcément ton concept ou ta vision, ou peut-être par jalousie, ou au contraire, est-ce que tu as l'impression que les gens essayent de se rapprocher de toi, peut-être par intérêt? Non, pas réellement. Des entrepreneurs, oui. J'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi ont besoin d'être entourés que d'entrepreneurs qui ont réussi. Je pense que c'est typique français. C'est typique français, exactement. De rester par groupe de personnes. Les gens ne se mélangent pas, contrairement à la culture anglo-saxonne. Les jeunes en France restent avec les jeunes, on ne comprend pas si tu as un ami qui a 20 ou 30 ans de plus. Et les minorités restent entre minorités, les entrepreneurs restent entre entrepreneurs. J'ai jamais eu ce côté sectaire, mes amis sont de tous les milieux possibles, de toutes les classes sociales possibles. C'est pas, voilà, je sens par contre que des gens avec qui ne se seraient probablement jamais rapprochés de moi il y a 5 ans, aujourd'hui ont envie d'être amis avec moi, non pas parce que j'ai réussi, parce qu'ils ont encore plus réussi que moi, ils ont très très bien réussi, mais voilà, il y a ce côté, on est entrepreneur, c'est bien, il faut qu'on soit amis, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on s'entraide. Ce qui est bien, hein, je me suis fait beaucoup d'amis entrepreneurs ces quelques dernières années avec qui je m'éclate. Hein. Mais voilà, je sais que c'est des gens, quand on regarde leur cercle d'amis, ils n'ont que des amis entrepreneurs. Oui. Je ne peux pas me dire, il est comme moi, il a fait ça, ou il est comme moi, peu importe sur le sujet, ça ne va pas me donner envie d'être ami avec une personne parce qu'elle écoute la même musique que moi, qu'elle a la même orientation sexuelle que moi, ou qu'elle a fait le même travail que moi. Pour nous, c'est vrai que ta vision, ta façon de voir les choses, de créer, comme tu as pu le dire, est-ce que tu peux comprendre ou accepter que pour certains, tu peux être un exemple où ton parcours peut du coup influencer des personnes à entreprendre des projets plus ambitieux ou à créer leurs rêves. Poursuivre leurs rêves. Tout le monde a besoin d'avoir un peu un modèle ou de se donner un objectif et se dire ça serait bien d'atteindre ça. Je pense que souvent les gens font erreur là-dedans. Je pense qu'ils prennent quelqu'un à un moment donné de sa vie en se disant c'est ça que j'aimerais être. Et en fait ils réalisent pas ce que ça engendre derrière. Souvent j'entends ah oui t'as réussi, ça doit être génial. Oui, peut-être pour certains. Mon quotidien, je pense pas qu'il fasse rêver tant de gens que ça. Elle n'est pas énorme mon entreprise, mais de cette taille,
c'est que 80% de mon temps est consacré à la gestion de problèmes, qu'ils soient matériels, humains, etc. Mais je gère du problème du matin au soir. Et je pense que les gens le voient pas en fait, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Et c'est pour ça que je dis le succès pour moi c'est pas avoir une énorme entreprise, parce que je pense pas qu'en fait beaucoup de gens soient heureux d'avoir une très grosse entreprise. Je pense que ce qui les fait rêver c'est avoir beaucoup de sous, c'est être d'avoir la notoriété, etc. Et je pense qu'en fait ils aimeraient l'avoir sans la contrepartie. Ouais. Et c'est là où je pense qu'ils font fausse route. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent entrepreneurs et qui se plantent, et ça me fait toujours de la peine parce qu'en fait c'est des gens qui n'en ont pas réellement envie, qui ont juste envie du résultat. T'es toujours un peu à l'écart quand t'es entrepreneur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent être potes avec les entrepreneurs parce qu'ils ont l'impression de parler la même langue. Alors c'est faux, mais voilà, t'es toujours mis un peu à l'écart, t'es toujours mis, si t'as beaucoup de salariés, t'es mis un peu sur un piédestal, t'es le patron, ça change un peu les relations humaines avec les autres. Je pense qu'il faut vraiment être calibré et réellement en avoir envie et pas se lancer tête baissée dans un projet, en tout cas de cette ampleur. Je pense qu'il y a l'entrepreneur qui va créer une entreprise sans salariés pour se faire plaisir parce qu'il a des idées et qui va créer, ça c'est une chose, et l'entrepreneur qui a envie d'avoir 50, 100, 2000 salariés, où je pense que des fois il oublie ce que ça veut dire d'avoir autant de gestion humaine derrière. Et la responsabilité que ça engendre. Quand on a vu tout ce que tu as créé, en fait, on n'était pas envieux, mais ça a été, on a créé ce projet, Joico Events, chez toi, autour d'un verre. Et c'est chez toi en fait qu'on a créé cette vision. Pas en enviant ce que tu avais créé, mais plutôt en prenant exemple de ta vision. De ta vision de la vie, de ta vision de ce concept, de rien lâcher. De réaliser ton rêve en fait. Et nous, on a voulu faire pareil, réaliser notre rêve à travers toi en fait. C'est super ce que vous faites. Donc c'est grâce à toi. Je te le dis, c'est grâce à toi qu'on a créé Joico Events. Voilà. C'est prenant de gérer tout ça. Qu'est-ce que tu fais à côté pour... Est-ce que tu as une passion? Tu me parlais des activités un peu... Wakeboard, wakesurf. Et en France c'est chiant parce qu'il y a 4 mois de saison. Je pense à plus rien quand je suis derrière le bateau là. Ok. Au niveau de ce concept, je pense que tu n'as pas l'intention de t'arrêter là. Est-ce que tu as des projets d'évolution encore plus grands pour la villa? Dans 10 ans par exemple, tu vois quoi pour ce concept? Non, la villa on continuera à l'améliorer au fur et à mesure avec des petites idées, des petits passages, voilà, donc ça c'est sûr on continuera à l'améliorer. On a acheté 2 hectares juste au-dessus. Ah oui. Pour faire 46 lodges en plus, un peu plus type familial. D'accord. Donc la partie adulte et la partie famille. On devrait commencer les travaux d'ici 1 an et demi, 2 ans je pense. D'accord. Après pour la Villa Occitana, ce sera tout. D'accord. Pour répondre. S'il y en a un autre, peut-être je le ferai en Asie. Ah. Donc tu partirais là-bas? L'hiver. L'hiver, ah ouais. C'est pas mon truc le froid. Quel conseil tu voudrais donner à quelqu'un qui hésite à se lancer par peur de l'échec? Il ne faut pas avoir peur de l'échec, il faut juste se poser vraiment les bonnes questions et s'assurer qu'on a envie d'entreprendre. Okay. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, de pas entreprendre pour les mauvaises... Si on entreprend parce qu'on est un électron libre et qu'on n'a pas envie d'avoir un patron, qu'on a envie de faire travailler pour soi-même et qu'on n'a pas envie de récupérer le stress d'une grosse structure, il faut le faire, mais il faut faire, je sais pas, ouvrir un petit gîte, un food truck, peu importe. Je pense moi à la partie hébergement, restauration, parce que mais peu importe le domaine. Mais ouvrir quelque chose de petite taille où on n'est pas forcément de personnel à gérer et de gros soucis à gérer, où on se met juste à son compte. Après, si on veut entreprendre sur un gros projet qui nécessite beaucoup d'humains derrière, il faut juste bien réfléchir. Ça prend beaucoup de temps, la gestion de problèmes d'une grosse structure. Oui. Mais par contre, si on est sûr, il faut pas réfléchir, il faut foncer. Ok. On n'est pas un pays où on va nous rassurer, on n'est pas un pays où on va nous dire vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on va vous accompagner. On est un pays où on va nous faire peur, où on va nous mettre des bâtons dans les roues, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc à un moment, si on veut, il faut aller le chercher. C'est ce que du coup t'as fait. Ah ouais. Tête baissée, t'as foncé, puis. Faut pas se poser trop de questions. Si on se pose trop de questions, on fait rien ici. Un petit mot que tu voudrais dire aux personnes qui vont te découvrir à travers cet épisode? De venir découvrir la Villa Occitana. Ne pas hésiter, conseils, etc. Là j'ai reçu
un coup de fil il y a 3 jours d'une dame qui hésite pareil à se lancer et je voulais avoir quelques conseils au téléphone, mais je sais que c'est jamais facile quand on se lance et qu'il n'y a pas grand monde qui nous aide. Ouais. Et il y a beaucoup de jaloux, il y a beaucoup d'envieux, il y a beaucoup de portes qui se ferment, etc. Donc non. C'est pour ça que c'est très important de se bien s'entourer. En tout cas, j'ai jamais refusé mon aide à qui que ce soit, donc si quelqu'un a besoin de conseils, qu'il n'hésite pas à m'appeler. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Avec plaisir, merci à vous. Et si l'histoire d'Arnaud vous a touché, inspiré ou simplement si ça vous a donné envie de découvrir cet endroit extraordinaire qu'est la Villa Occitana, ou soutenir une vision ou même un rêve qui est devenu réalité, vous pouvez suivre la Villa Occitana sur leurs réseaux sociaux. Hit me like a ton of bricks.